Et voilà. Donc, euh, donc, on est prêt. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire dans le cadre de la 35e semaine de la prévention du suicide qui se tient du 2 au 8 février 2025. Par les années passées, l'Association québécoise de la prévention du suicide met de l'avant le thème Mieux vaut prévenir que mourir. Il souhaite ainsi mettre l'importance sur la prévention et encourager les gens à oser parler du suicide, malgré les craintes ou l'inconfort, puisque agir fait toute la différence. Hein, on s'entend. Je me présente Marisol Dubreuil. Je suis professionnelle à l'équipe de santé bien-être à la direction des ressources humaines. Cet atelier vous est présenté en partenariat avec la direction de la santé publique de l'Esprit. Nos deux directions sont très fières d'offrir à la communauté du CIUS et ses partenaires ce webinaire, dans le fond, qui est intitulé cette année Le deuil à la suite d'un suicide, comprendre pour mieux prendre soin de soi et prendre soin des autres. Apprendre qu'une personne est décédée par suicide peut évidemment susciter une grande variété de réactions, de questions. Ce webinaire permettra là, de mettre en lumière, en fait, les particularités d'un deuil par suicide, puis de savoir également comment mieux prendre soin de soi et mieux prendre soin des autres. Vous découvrirez qu'il est possible de vivre un deuil résilient en étant à l'écoute de ses besoins. Si j'y vais un petit peu plus pour le déroulement de la présentation d'aujourd'hui, je vous invite, étant donné le grand nombre de participants, à garder votre caméra fermée pour la meilleure fluidité de la présentation d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, on va garder une période de questions de 5-10 minutes à la toute fin du webinaire. Je vais vous inviter peut-être à utiliser le clavardage pour poser des questions, puis on pourra là prendre un petit temps à la toute fin de la présentation à ce sujet-là. La présentation d'aujourd'hui sera enregistrée. Pour la communauté interne là, du CIUS, on va pouvoir vous l'envoyer aussi là, par courriel. Là, ça sera à voir aussi là, du côté de la direction de la santé publique. Puis, on pourra également vous partager là, la présentation PowerPoint. Et voilà pour le déroulement de la rencontre. Sans plus tarder, je cède la parole à Sylvie Potvin du Centre de prévention du suicide Geviestrie. Alors, merci beaucoup, Sylvie. De rien. Bonjour tout le monde. Donc, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire cette présentation-là aujourd'hui. C'est toujours un petit peu embêtant hein, quand ça arrive le moment de décider du thème qu'on va aborder. Et le thème qui a été choisi cette année, c'est vraiment le deuil par suicide. Il va y avoir comme deux volets à ça. Donc, oui, pour mieux comprendre, pour prendre soin de soi, si vous êtes endeuillé vous-même. Mais on a énormément de questions concernant comment on agit, qu'est-ce qu'on fait pour supporter, pour accompagner quelqu'un de notre entourage qui a perdu un être cher à la suite d'un décès par suicide. C'est difficile des fois de trouver les bons mots. C'est pour cette raison-là. Hop, il y a des micros qui sont ouverts. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Donc, c'est important de bien de savoir un peu là, quoi dire, quoi éviter, comment on peut aider. C'est impossible d'enlever la douleur et la souffrance que ces gens-là peuvent vivre, mais on a quand même une petite façon d'agir. Fait que ma présentation va avoir ces deux volets-là. Fait que je vais partager mon écran pour que vous puissiez suivre bien entendu. Donc, voilà. Est-ce que Marisol, on voit à l'écran la Oui, présentation? on va très bien, merci. Super. Donc, c'est parti. Avant de commencer, je veux prendre le temps quand même de faire une petite mise en garde. Cette mise en garde-là, je la fais toujours parce que je pense que c'est important de la faire.
Je sais que le sujet du suicide peut être un sujet délicat, un sujet sensible, surtout si vous avez un vécu avec cette problématique-là. C'est pour cette raison que si jamais aujourd'hui le sujet vient réveiller certaines blessures, faire remonter à la surface des souvenirs douloureux, sachez que je peux être disponible là, à la fin de la présentation pour les gens qui en ressentiront le besoin. Euh, Puis je vous invite aussi également à en parler peut-être aux gens qui vous entourent, des personnes de confiance. Donc, de ne pas rester toute seule avec ce que ça pourrait faire ressurgir. Fait que je tiens quand même à le préciser parce que ça peut arriver. Ça peut arriver à tout moment. Fait que voilà. Fait que je tenais quand même à le nommer. Je pourrais mettre dans la discussion, au pire aller, mon adresse courriel. Si les gens veulent m'écrire, je pourrais prendre un temps avec vous par la suite aussi, si jamais vous êtes pressé par le temps. Fait qu'on débute tout de suite. On commence ça avec, là, oui, ça vient de changer. J'aime beaucoup l'image de la tornade parce que parfois, hein, vivre un deuil par suicide, ça peut être une expérience vraiment qui est déroutante et surtout qui peut être difficile. C'est normal de se sentir submergé par plusieurs pensées, par plusieurs émotions. Et un deuil par suicide, apprendre cet événement-là, peut avoir un peu l'effet d'une tornade. Euh, on est envahi, on est submergé. Et tout comme la tornade, c'est excessivement difficile de savoir quelle trajectoire exacte la tornade va avoir. Le deuil, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas juste une façon de vivre un deuil. Donc, le deuil est très personnel à chacun. On va être plusieurs membres dans une même famille et personne ne va le vivre de la même façon. Donc, c'est important de comprendre que effectivement, euh, ça peut susciter d'incroyables réactions, beaucoup de questionnements aussi. On parle de deuil, mais c'est quoi le deuil? Bien, le deuil, il faut comprendre que c'est un processus qui est universel. Le deuil est composé de l'ensemble des émotions, l'ensemble des réactions, des comportements qu'une personne va avoir quand une personne qui nous est chère décède. Le deuil aussi, c'est associé à un ensemble de caractéristiques physiques et psychologiques, des émotions, surtout aussi des pensées que les gens vont avoir. L'intensité et la durée varient selon les individus. On est incapable de savoir exactement à quel moment le deuil va se terminer. De toute façon, ce que j'aime bien dire aux gens avec qui j'ai travaillé, que le deuil se termine pas vraiment. Quand on est une personne endeuillée, on l'est pour tout le temps. Ce qui va venir diminuer, ce qui va venir changer, c'est l'intensité des émotions vécues. Ça va venir diminuer, mais on va toujours être en deuil. Donc, il faut se rappeler que le deuil, c'est une réaction qui est normale de l'organisme. Notre corps est bien fait, l'humain est bien fait, on a une capacité de s'autoréguler. Et bien entendu, il faut aussi comprendre que le deuil peut être influencé par 3 facteurs différents. Un des facteurs, entre autres, qu'on va voir, c'est les circonstances qui entourent la mort. Certainement que ces circonstances-là vont venir influencer un peu comment on va le vivre. D'ailleurs, juste pour vous donner peut-être un exemple, quand la mort survient d'une façon soudaine, qu'on n'avait pas prévue, qu'on n'avait pas prédit, bien, c'est sûr qu'il y a peut-être des réactions qui vont être plus vives un petit peu. Donc, oui, les circonstances. L'autre facteur, les relations entretenues avec la personne. Donc, la qualité des liens qu'on avait. C'est qui la personne qui est décédée? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un conjoint? Ça aussi, ça va venir influencer le deuil et la manière dont s'exprime la douleur. Et là, c'est là que vient, il faut tenir compte
que chaque personne a une façon très personnelle d'exprimer la douleur qu'il ressent. C'est pour ça qu'on dit que le deuil, c'est excessivement personnel. La bonne nouvelle dans tout ça, quand on parle de deuil, il faut également parler de résilience. Je ne peux pas vous parler de deuil sans parler de résilience. La résilience, c'est quoi? C'est l'aptitude d'un individu à se construire puis à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques ou de circonstances dramatiques. La résilience, pour faire une définition plus brève, c'est notre capacité à surmonter les épreuves et à rebondir face à ces épreuves-là. Tout le monde, sans exception, a de la résilience en lui. Et c'est souvent quand on vit une épreuve ou quelque chose de difficile qu'on se rend compte qu'on est peut-être plus fort qu'on pensait. Donc, c'est à ne pas oublier. Puis ça dit aussi que la majorité des êtres humains sont résilients. Ça, c'est inné. Maintenant, je veux vous parler du deuil résilient. On vient de parler de la résilience, mais le deuil résilient a aussi son importance. On a arrêté de parler des étapes du deuil. Longtemps, on disait que le deuil était constitué de certaines étapes à laquelle il fallait passer au travers. Quand on avait passé à travers tout ça, ça disait que notre deuil était terminé. Ça a changé ça, parce qu'on s'est rendu compte que seulement 3 à 5 de la population qui passait à travers toutes ces étapes-là. Donc, c'est pas beaucoup. Et le fait de mettre ça en étapes, c'est que ça indiquait aux gens que, ben, on n'était peut-être pas normal si on vivait pas toutes ces étapes-là. Maintenant, on parle du phénomène d'oscillation chez les personnes endeuillées. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est les réactions ou c'est les émotions vives qu'on peut vivre. Et vous voyez, hein, c'est comme une dent de scie un petit peu. C'est que ça varie beaucoup et ça fluctue d'une journée à l'autre. Et ce qu'on voit, c'est que plus le temps avance, plus ces oscillations-là sont moins vives et il y a un écart aussi entre chacune des dents du phénomène d'oscillation. Ça vient juste nous indiquer que déjà après un certain temps, puis ça, les recherches sont très claires là-dessus, on dit qu'après seulement quelques mois, suite à un décès, la majorité des personnes vont retrouver un état d'équilibre avant la fin de la première année. Fait qu'on voit vraiment que les personnes endeuillées vont vivre des moments plus doux dès les premières semaines et pas juste uniquement à la fin du deuil, comme on pouvait le penser autrefois. Les émotions, les réactions vont osciller d'un moment à l'autre, d'une journée à l'autre. Fait qu'on peut être 3-4 jours à vivre des journées plus douces, plus confortables. Puis à un moment donné, hop, on va vivre une période un peu plus difficile avec des émotions plus douloureuses. Donc, ce phénomène-là est très, très, très normal aussi. Et l'importance de comprendre que c'est pas tout le monde qui va vivre la même chose. Les moments plus faciles que les gens vont vivre pendant le deuil, ça va leur permettre justement de sortir la tête de l'eau puis d'avoir des moments de répit. Je dis tout le temps aux gens, on travaille dur à l'année longue et on a des vacances qui nous permettent justement de prendre un temps de repos, prendre un break. Le deuil, c'est un peu la même chose. On a besoin d'avoir des vacances, des temps de break de cette douleur-là pour être en mesure de le continuer et de le poursuivre. On va voir tout à l'heure hein, au niveau des réactions possibles aussi, là, c'est quoi l'impact que ça peut avoir. C'est quoi les émotions qu'on peut ressentir? Ben, le processus de deuil, ce n'est pas une expérience dans laquelle on va éprouver une seule émotion. Moi, j'appelle ça la tempête d'émotions. Ça varie d'un moment à l'autre. On apprend à faire face à la perte d'un proche. On apprivoise l'absence d'un proche, ce qui implique une panoplie d'émotions. Puis là, je vous ai mis l'image d'un spectre un peu assez large. Ça va des émotions plus difficiles à des émotions
positives ou des émotions plus faciles, parce qu'on va avoir cette panoplie d'émotions-là. C'est pas vrai que quand on est en deuil, il faut vraiment vivre beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, beaucoup d'ennui, beaucoup de culpabilité. Oui, on peut vivre ça, mais on peut également ressentir de la joie, on peut ressentir du soulagement, on peut vivre des moments de sérénité, des moments de calme, calme interne. Donc, tout ça est possible. Euh, le deuil, je l'ai dit, c'est une expérience qui est très personnelle. Les sentiments ne suivront pas un modèle précis. Donc, quand je parlais tantôt d'émotion, ben c'est certain qu'un deuil par suicide, il y a toujours une petite période de choc, une période d'engourdissement. La période d'engourdissement, c'est ne pas trop ressentir, ne pas trop réagir. Euh, on va voir ces réactions-là, surtout quand le deuil, quand la mort est soudaine. Ça nous prend un temps pour encaisser tout ça. On a la tristesse, la solitude, l'isolement. C'est des sentiments qui sont quand même profonds, puis c'est souvent en lien avec une perte. La personne qui est décédée a laissé un vide. Tu sais, quand je parlais tantôt qu'il faut apprivoiser l'absence de l'autre, c'est un peu ça que ça veut dire. Il faut arriver à remplir le vide que la personne a laissé. La culpabilité, je vais en reparler tantôt parce que c'est une des particularités du deuil par suicide, ce fameux sentiment de culpabilité-là. Donc, j'y reviens. Il peut y avoir de la confusion aussi, la difficulté à se concentrer. On a l'impression des fois d'être un peu dans la brume. On a l'impression qu'on agit sans vraiment occuper notre corps. C'est comme si on faisait les choses de façon très robotique, très machinalement. Ça aussi, c'est normal. Le deuil peut avoir des symptômes, aussi des réactions physiques. Oui, on parle de pleurer, avoir de la difficulté à dormir. La difficulté de dormir, ça peut être soit de l'insomnie, soit des rêves répétitifs aussi. On rêve à la personne qui est décédée. On pourrait même des fois avoir des visions. On pourrait même entendre sa voix à certains moments. L'appétit peut être perturbé. Manger plus, manger moins. Vivre un peu plus d'anxiété. L'anxiété peut être très vive parfois. On pourrait même ressentir un serrement à la poitrine, un essoufflement, le fait de se sentir fatigué, faible également. Je vous parlais d'émotions plus agréables, comme par exemple du soulagement. On peut se sentir reconnaissant que le stress exercé sur nous, le stress que la situation dans laquelle la personne se retrouvait, que ce stress-là soit disparu, oui, on peut ressentir du soulagement. Moi, j'ai déjà une mère qui me disait, j'ai plus à m'inquiéter de savoir mon fils, il est rendu où. Je le sais, il est où. Puis j'ai plus à m'inquiéter non plus. Donc, toute l'angoisse que je pouvais vivre, y es-tu bien, y es-tu correct? Pourquoi il ne me donne pas de nouvelles? Ben, ça, c'est disparu avec sa mort. Fait que oui, les émotions étaient différentes, là. Elle vivait d'autres émotions, mais ce soulagement-là, puis je me souviens dans son discours, ou quand elle me voyait, elle se sentait vraiment très mal de ressentir ce soulagement-là. Et c'est avec beaucoup de honte qu'elle m'a informée du soulagement qu'elle vivait. Donc, sachez que c'est normal euh, de ressentir également du soulagement. On continue. Quelles sont les réactions possibles? Bien entendu, avoir de la difficulté à croire ce qui arrive. Il y a des gens qui ne croient pas que c'est un suicide. Des fois, ils vont dire ça se peut pas que ce soit lui qui a commis ce geste-là, c'est un accident. Donc, la nature du décès peut être difficile à croire. Ressentir de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, se sentir calme, soulagé, avoir le goût de changer les idées. Oui, il y a des gens, là, c'est une question de survie. Ils vont essayer justement de s'étourdir, de s'occuper le plus possible, justement pour pas trop penser, pour pas trop vivre le deuil. Ben,
c'est votre façon à vous de le gérer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre le deuil. C'est de voir qu'est-ce qui vous fait du bien. Puis si le fait de vous étourdir pendant un moment vous aide à encaisser cette nouvelle-là, ben faites-le. Il y a des gens aussi qui sont surpris de ne pas avoir de réaction, particulièrement sur le moment. Donc, qu'est-ce qui fait que je suis pas démolie? Qu'est-ce qui fait que je suis pas complètement déprimée? Ben, c'est pas obligé que ça le soit non plus. Et bien entendu, une des réactions possibles, c'est de chercher à comprendre pourquoi la personne s'est suicidée. Ça aussi, ça prend une place importante au début. On dit tout le temps qu'un décès par suicide, c'est un meurtre à soi. Donc, c'est une mort quand même qui est considérée comme violente. Les gens ne comprennent pas tout le temps. On ne connaît pas tout le temps les causes non plus. On a une partie de l'histoire de la personne. On n'a pas accès à tout ce que la personne vivait. Et il faut se rappeler que le suicide, c'est multifactoriel. On ne se suicide pas juste pour une raison. C'est un ensemble de situations, un ensemble de facteurs. Même si c'est une personne qui était proche de nous, on n'avait pas accès à tout. Fait qu'on a accès à ce que la personne voulait bien nous donner accès. Et c'est là qu'on essaye de comprendre avec l'information qu'on possédait et qu'on avait. Fait que c'est pas si simple que ça, le deuil par suicide. Je veux vous parler justement des particularités. Ben, une des particularités qu'on va voir, qu'on vivra peut-être moins avec un autre type de deuil, c'est ressentir la colère, la colère qu'on peut avoir. Bien sûr, les gens qui restent, cette colère-là est beaucoup en lien avec le geste qui a été fait, avec le sentiment de rejet ou le sentiment d'abandon. Donc, oui, on peut en vouloir à la personne parce qu'elle a décidé de se suicider. Puis décider ici, je trouve que c'est un bien grand mot. Euh, on dit que les gens qui se suicident pas par choix, mais se suicident davantage par manque de choix. Euh, donc, pour les gens qui commettent ce geste-là, pour eux, ils ne voyaient pas d'autre façon d'arrêter la souffrance qu'ils vivaient. Fait que pour les gens autour, c'est dur à comprendre ça parce que nous, on voyait plein d'autres options. On peut vivre de la colère aussi contre soi-même parce qu'on a l'impression justement de ne pas avoir pu empêcher le suicide, de ne pas avoir vu les signes, de ne pas avoir su comment aider. Fait que cette colère-là, souvent, elle se transforme en culpabilité. Fait que oui, et on peut vivre aussi de la colère contre le système parce que la personne a pas pu avoir l'aide, elle n'a pas reçu d'aide ou elle n'a pas eu les soins dont elle avait besoin. Ça aussi, on le vit beaucoup, on le voit beaucoup. Donc, la colère, ça fait partie d'une particularité du deuil par suicide. La deuxième, c'est le sentiment de culpabilité qu'un deuil de cette façon-là peut entraîner. Donc, plusieurs vont se questionner sur ce qu'ils auraient pu faire ou dire pour pas que la personne s'enlève la vie. Euh, Ce sentiment de culpabilité-là, il faut en prendre soin quand on en a. Euh, Ça va être difficile de l'empêcher de venir, que ce soit, tu sais, même quand on est un professionnel, un intervenant, puis on perd un client par suicide, oui, la culpabilité risque d'arriver. Ce qui est important, c'est qu'elle ne perdure pas. Il faut trouver une façon de, de l'assouvir un petit peu, de l'apaiser, parce que ce sentiment de culpabilité-là, s'il perdure, peut avoir des impacts quand même majeurs, là. Ça peut se transformer, entre autres, par des émotions qui se sont refoulées. Euh, Ça peut aussi se transformer en dépression avec quelque chose de plus majeur. Puis moi, j'ai même vu des gens qui se sentaient tellement coupables avoir eux-mêmes des idées suicidaires parce que ça se transforme. Fait que le sentiment de culpabilité, quand on voit qu'il perdure,
C'est important peut-être de se faire accompagner un petit peu plus tard dans la présentation. Je vais vous parler d'ailleurs de à quel moment on devrait consulter si le deuil présente des difficultés. Fait que, entre autres, ce sentiment de culpabilité-là fait partie de ça. On dit se rappeler qu'on n'est pas responsable de l'acte que la personne a commis. La seule et l'unique personne responsable, c'est la personne qui pose le geste. Bien entendu, étant en relation avec ces gens-là, on peut contribuer à la souffrance ou à la détresse que la personne vit, que ce soit par la nature de notre lien, par des comportements qu'on fait, mais de contribuer à la souffrance ne fait pas de nous une personne qui est responsable du geste que la personne va poser. Fait que ça, c'est important de garder ça en tête. Justement, qu'est-ce qui est important? Chaque personne est unique et chaque deuil va être unique aussi. Ça, c'est important de se rappeler ça. Laissez personne vous dire comment vous devriez vivre votre deuil. Vous êtes la personne la mieux placée pour savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Fait que si vous, de garder sa chambre intacte pendant un certain temps pour justement aller vous y asseoir, penser à elle, pleurer une bonne shot, ben c'est correct. Si c'est correct pour vous, c'est correct de faire ça aussi. Fait qu'il n'y a pas de temps dans les tâches à faire. Je vous dirais que la seule affaire, si vous êtes exécuteur testamentaire, toute la notion de la paperasse qui prend une place quand même importante, bien ça, veut pas, vous allez avoir des délais, vous allez avoir des choses à faire, mais pour régler la succession. Mais sinon, comment vivre votre deuil, ça vous appartient. La durée, l'intensité du deuil de chacun, ça va dépendre, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au lien d'attachement avec la personne, les circonstances qui ont entouré le décès. Votre personnalité aussi va venir influencer ça. Est-ce que vous êtes une personne autonome, dépendante, réfractaire, résiliente, une personne anxieuse? Donc, ça aussi, votre personnalité va venir un petit peu influencer comment va se passer le deuil, puis certainement aussi les antécédents. Donc, votre état de vulnérabilité, les facteurs, les expériences que vous avez vécues dans votre vie avant, qui est venu peut-être vous rendre un petit peu plus fragile, un peu plus vulnérable. Est-ce que vous avez d'autres deuils qui ont été non résolus? Est-ce que c'est la première fois que vous vivez un deuil par suicide ou c'est la 4e fois? Ça aussi va venir influencer. Une des choses qu'on va souvent recommander aux gens, c'est de parler du deuil à leur entourage, à son entourage. Je le sais que c'est bien facile à écrire dans un document. Quand c'est le moment de le faire, ça peut amener son lot de défis. Ce qu'on sait, c'est que les personnes endeuillées ont peur de déranger les autres. Et c'est pour ces raisons-là, souvent, que ça va être plus difficile de se confier. Pourquoi on dit que c'est important de parler de son deuil à son entourage? Bien, premièrement, les proches peuvent vous aider à prendre soin de vous. On peut aussi leur demander comment ils peuvent prendre soin de nous, comment on voudrait qu'ils nous aident, qu'ils nous supportent. Les autres peuvent vous aider aussi à vous sentir moins seul. Ça peut sembler, quand on est les seuls à avoir perdu un être cher par suicide, on a l'impression des fois que les gens ne nous comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit. Il y a une partie de ça qui est vraie. En même temps, l'empathie, être sensible à la tristesse ou aux émotions des autres, on n'est pas obligé d'avoir vécu la même épreuve pour être empathique aux gens. Fait que, osez parler de votre deuil à votre entourage. Puis les autres aussi peuvent vous aider à voir la situation autrement.
Hein, souvent, on a une façon de comprendre et de voir ce qui nous arrive de notre vision à nous. En discutant avec les autres, ils peuvent nous faire voir le problème ou la difficulté qu'on traverse avec un angle différent. Donc, d'où l'importance de parler. On dit aussi de reprendre c'est important de reprendre sa vie après un deuil par suicide. Il y a des stratégies hein, qui peuvent nous aider à faire face au deuil. Certaines stratégies vont être aidantes à court terme. C'est comme temporaire, là. Mais il y a des stratégies qui vont nous aider, justement, qui vont être utiles bien plus à long terme. Et on dit qu'aussi chaque personne doit trouver son propre rythme. Ça demande de la patience, ça va prendre de l'énergie. Il faut être persévérant pour retrouver un nouvel équilibre. Fait qu'il faut être doux avec soi-même. Il ne faut pas se mettre trop de pression. Il ne faut pas se mettre des standards non plus. Donc, après tant de mois, il faudrait que mon deuil soit réglé. Après tant de mois, il faudrait que je retourne au travail. Je sais qu'on a des délais des fois, pardon, qui nous obligent à faire nos tâches et tout ça. Mais essayez au moins d'être conciliant avec vous. Soyez votre meilleur ami. Je remarque beaucoup chez les personnes avec qui j'ai travaillé, les personnes les plus exigeantes, c'est nous-mêmes. On est très exigeant envers nous-mêmes. Des fois, on l'est plus envers nous qu'on l'est envers les autres. Fait que si au moins on peut être conciliant envers nous, c'est déjà ça de prix. On dit aussi, tu sais, quand on parle de stratégie, faut encaisser le choc. Ben, il faut accepter qu'on va avoir des journées qui vont être plus difficiles. Puis accepter ces journées-là, ben, c'est de arrêter de repousser ou combattre les émotions qui sont difficiles cette journée-là. C'est peut-être justement de prendre un temps d'arrêt, les accueillir, puis de se dire, ben, aujourd'hui c'est de même, puis demain je verrai comment ça sera. Mais à force de ne pas vouloir vivre des émotions qui sont difficiles, ça nous gruge l'énergie le peu d'énergie qu'on a. Puis le fait de prendre conscience qu'aujourd'hui, je t'en maudis, ben ça peut m'aider justement à me sentir un peu plus calme, puis ça peut m'aider à me sentir mieux par la suite. Donc oui, accepter, se permettre d'être bien. Je vous ai parlé tantôt du sentiment de culpabilité. Moi, ce qui me fascine, c'est quand les personnes endeuillées vivent une bonne journée, ils se sentent coupables de vivre cette bonne journée-là. C'est comme s'ils ne se donnaient pas le droit d'avoir une journée sans penser à l'être cher qui est décédé. Euh, on dirait que les gens ont l'impression que si je ne suis pas dans la tristesse puis dans la souffrance, c'est comme si j'aimais pas tant l'autre personne. Donc, ça n'a rien à voir avec ça, là. Euh, le fait d'accepter les journées plus faciles, ça va vous aider à traverser les journées plus difficiles. Ça va vous permettre d'augmenter votre niveau d'énergie pour faire face aux journées plus grises. Donc, arrêtez de vous sentir coupable ou de sentir de la honte, de dire que, hey, aujourd'hui, là, finalement, c'est une bonne journée, j'y ai pas trop pensé. Ça veut pas dire que vous n'avez pas de peine ou quoi que ce soit, là, mais permettez-vous ça. Laissez de la place à l'incertitude. Il y a tellement d'inconnus par rapport à un deuil quand on vit un deuil par suicide. Tu sais, quand je parle d'inconnus, c'est de trouver une explication, trouver une raison. Euh, on rumine constamment les fameuses questions du pourquoi. Pourquoi il m'en a pas parlé? Pourquoi il n'est pas allé voir son médecin? Pourquoi il n'a pas demandé d'aide? Pourquoi il a posé ce geste-là? Pourquoi il n'a pas pensé à ses enfants? Donc, le pourquoi, là, on peut s'en poser 1 million de pourquoi dans une journée. Puis avec le pourquoi vient aussi les fameux si, les scénarios qu'on se fait. Hein, si j'y avais prêté l'argent qu'il m'a demandé, il ne se serait peut-être pas suicidé. Si je ne l'avais pas laissé, il ne se serait peut-être pas suicidé. Donc, il y a plein de scénarios qu'on va se faire, puis quand même bien qu'on se poserait ces questions-là 1 million de fois, on n'aura pas plus la réponse à la fin de notre journée.
Pourquoi? Parce que la seule personne qui pourrait répondre à ces questions-là, c'est la personne qui est décédée et malheureusement, elle est partie avec ces réponses-là. Fait que le gros travail à faire quand on est endeuillé par suicide, c'est d'accepter qu'on va avoir vraiment une histoire ou qu'on va avoir des questions sans réponse. Fait que ça fait partie de cette réalité-là. Prendre soin de ses besoins de base. Ça, on va y revenir un petit peu plus loin parce que c'est une des stratégies qui est la plus importante. Fait qu'on y revient tout à l'heure. Reprendre graduellement ses activités, ça aussi, c'est une autre stratégie. Plus rapidement, vous allez réinstaller une routine, mieux vous allez vous sentir. La routine, là, ça a quelque chose de rassurant pour l'humain. On le voit beaucoup chez les enfants, mais chez les humains, c'est encore plus vrai. Donc, quand on dit reprendre ses activités, ben, on se dit aussi se changer les idées, se permettre de se distraire. Ça a l'air bien futile, ça peut paraître futile, là, mais vous ne vous éloignerez pas de la personne décédée parce que vous vous changez les idées. Ça va contribuer justement à augmenter votre énergie. Se découvrir des forces, j'en ai parlé un peu tantôt quand j'ai parlé de résilience. L'humain évolue et chemine dans les épreuves. Moi, je connais personne qui va se remettre en question quand tout va bien dans sa vie. Fait qu'on change des choses, on est confronté quand on vit des difficultés et c'est là que souvent on se découvre des forces qu'on ne pensait pas avoir. Fait que pour le deuil, c'est la même chose. Fait que n'hésitez pas justement à voir un peu justement les ressources que vous utilisez, les forces que vous avez en vous. Se remémorer les bons moments. Pour certaines personnes, ça, ils préfèrent pas trop y penser parce que ça fait vivre des émotions qui sont plus difficiles. Mais les moments agréables, c'est la seule chose qui va vous rester les souvenirs. La personne, elle n'est plus là. Vous aurez plus accès à ses pensées, vous aurez plus accès à ses paroles réconfortantes, à ses gestes doux. Par contre, les souvenirs, eux, il n'y a personne qui va pouvoir vous enlever les souvenirs que vous avez avec cette personne-là. Fait que se remémorer ces moments agréables-là, vécus avec elle, peuvent vous aider à retrouver du calme, même si ça entraîne bien des pleurs, bien des émotions qui sont plus difficiles à vivre. Donc, ça nous permet de cultiver la mémoire de la personne décédée. On ne veut surtout pas l'oublier, c'est ce que les gens nous disent. S'ouvrir à de nouvelles possibilités, ça aussi, c'est une stratégie qu'on va suggérer. C'est sûr que la personne qui est décédée répondait à certains besoins, a joué un certain rôle dans votre vie. Ça, c'est sûr. Les besoins, c'est pas parce que la personne est partie que vos besoins sont plus là. Les besoins demeurent importants, les besoins demeurent existants. Donc, des fois, c'est de trouver comment on peut satisfaire ces besoins-là, mais autrement. Puis c'est en lien direct avec la prochaine stratégie, donner plus de place à certaines relations ou s'investir dans de nouvelles relations. Donc, s'ouvrir aux autres personnes qui nous entourent. Donc, la personne qui est décédée, ben, elle laisse un vide. Des fois, c'est peut-être d'accorder plus d'importance à une relation que peut-être que j'entretenais moins avec d'autres gens autour de moi. Là, on a plus de temps, on a plus d'espace, donc c'est de voir un peu qui pourrait combler ces besoins-là sans nécessairement remplacer la personne qui est disparue, là. Ça, c'est clair. On dit aussi laisser de la place à de nouvelles personnes. Veut pas, le fait d'avoir perdu quelqu'un par suicide va vous amener à faire la connaissance, à rencontrer des gens nouveaux, soit parce qu'ils vont avoir un vécu similaire au vôtre, ou les circonstances vont vous amener à faire entreprendre des nouvelles relations. Donc, laissez de la place à ça, permettez-vous de le faire aussi. Donner du sens à son expérience de deuil. Bon, je l'ai dit, laisser aller les questions sans réponse. S'investir aussi dans des activités significatives.
Les personnes endeuillées vont souvent nous dire, il faut que je donne un sens à ce drame-là. Fait que s'investir dans une activité significative, ça pourrait être, par exemple, de poursuivre quelque chose que la personne décédée avait entrepris, finaliser peut-être un projet, réaliser un projet que vous aviez avec cette personne-là, faire le voyage que vous aviez planifié ensemble puis qui finalement n'aura jamais lieu. Donc, il y a des gens qui ont besoin de s'investir dans quelque chose de ce genre-là. Puis il y en a d'autres qui vont vouloir s'engager dans une cause qui tient à cœur. On le voit des fois avec le cancer, on le voit aussi avec le suicide. Donc, ça permet de donner un sens, puis de... Les gens ne veulent pas que cette perte-là serve à rien. Fait que le fait de sentir que c'est utile, qu'ils vont aider d'autres personnes, ça, ça les réconcilie peut-être avec le drame qu'ils vivent. Fait que oui, ça donne un sens à l'expérience de deuil. S'ouvrir au changement, même affaire. Donc, d'essayer de voir, veut pas, un deuil par suicide, vos priorités vont changer. Ce qui était important pour vous avant le décès, ben, peut-être que ça va vous paraître très banal après avoir perdu l'être cher, puis ça va se redéfinir. Donc, ça va donner de la place au changement. Prendre soin de soi, je trouve ça important qu'on en parle de ça parce que vivre un deuil, ça peut être épuisant, ça peut être accablant. Il faut répondre aux besoins de base. Là. Le besoin de base, je parle de dormir, manger, se laver, se divertir. Ça, c'est primordial. Connaître ses limites. Connaître et accepter qu'on a certaines limites. Ça aussi. Une fois qu'on les connaît, nos limites, ben, l'autre étape, c'est de les mettre en place, ces limites-là, puis de les faire respecter. Que ça implique qu'il va peut-être falloir refuser certaines choses. Vous étiez une personne qui était très, très, très serviable, très, vous étiez tout le temps au devant des besoins des autres. Là, pour un certain temps, il faut que vous preniez soin de vos propres besoins à vous. Vous avez moins de temps pour répondre aux besoins des autres. Ça se peut que ce soit que vous en veniez à dire malheureusement, non, je ne pourrais pas accepter ce que tu me demandes ou je ne pourrais pas faire ce que tu veux. Fait que ça implique ça aussi. Puis savoir chercher de l'aide puis du soutien auprès d'autrui aux besoins. Donc, oui, reconnaître que je suis rendue au bout, reconnaître que là, je m'en sortirai peut-être plus difficilement toute seule, reconnaître que j'ai besoin d'en parler avec quelqu'un. Fait que ça, c'est primordial. Prendre soin de soi, ça veut dire aussi prendre soin de notre santé physique, mais prendre soin de notre santé émotionnelle. C'est deux affaires qui sont indissociables. Je ne peux pas prendre soin de un puis négliger l'autre. Il faut que les deux soient de pair ensemble. Oups, pardon. Excellent. Savoir quand consulter. Moi, je trouve ça quand même important qu'on se parle des vraies affaires. On sait que la majorité des gens qui vont vivre un deuil à la suite du suicide vont retrouver leur équilibre, un état d'équilibre acceptable. Ça ne sera peut-être pas l'équilibre que les gens avaient au départ ou avant le décès, mais les gens vont finir par retrouver un nouvel état d'équilibre les mois qui vont suivre le décès. Par contre, le deuil demeure un élément qui est stressant, qui est marquant, qui peut engendrer aussi des difficultés comme ça peut engendrer de la détresse psychologique, ça peut amener des idées suicidaires, ça peut devenir un deuil complexe et persistant, ça peut même entraîner une dépression ou un trouble de stress post-traumatique. Le stress post-traumatique, c'est pour les gens qui auraient découvert le corps, les gens qui ont été témoins d'un geste. Pour ces gens-là, ça peut être un événement marquant et là, on peut développer un choc post-traumatique. Donc, c'est important de consulter
quand on se rend compte que notre santé mentale se détériore. Vous avez vu tantôt avec le phénomène d'oscillation, oui, c'est plus vif, c'est plus marqué en début. Hein, vous aviez vu là, le premier mois, là, les dents de la scie étaient très, très serrées, très intenses. Puis plus le temps avance, plus ça s'atténue. Si vous voyez que ça ne s'atténue pas, c'est là l'importance de consulter, de ne pas avoir peur. Je vous ai mis quand même aussi dans le document là, comment on reconnaît qu'on vit de la détresse psychologique. Il y a des exemples de signes de détresse que j'ai mis. Par exemple, avoir des excès de colère, des changements brusques d'humeur, ressentir de la nervosité, de l'agitation, ressentir de la tristesse inconsolable. Je me souviens d'un monsieur à un moment donné qui disait que sa conjointe était décédée, puis dis-moi, il dit, je vais mourir de tristesse. Il n'était pas capable de prendre le dessus de cette tristesse-là, donc il sentait vraiment qu'il était inconsolable. Perdre de l'intérêt pour les activités qu'on aime habituellement, avoir de la difficulté à dormir ou dormir plus aussi, perdre ou prendre beaucoup de poids en peu de temps, arrêter de prendre des médicaments, négliger son hygiène, se mettre en retrait, s'isoler. Donc, l'isolement, c'est jamais un signe qui est tant positif. Fait que si il y a des indices, si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est peut-être le moment d'aller consulter. Comment on reconnaît les pensées suicidaires? Bien, les idées suicidaires agissent comme un signal d'alarme, puis ça nous montre aussi que notre santé mentale se détériore. Les idées suicidaires peuvent prendre différentes formes. On pourrait voir le suicide comme une solution possible. Des fois, les gens endeuillés vont dire, ben moi, je vais me suicider comme ça, je vais aller la rejoindre. On peut s'imaginer de façon passagère qu'on s'enlève la vie. Ça peut être juste un flash ou un fantasme. On peut avoir des envies soudaines de se suicider, donc ça nous prend tout d'un coup. On n'a pas vu ça venir. Ça pourrait être de cette façon-là. On pourrait être aussi tourmenté par l'idée de se donner la mort. Puis quand je dis tourmenté, là, c'est que ça prend une place dans notre esprit qui est envahissant. Ça prend beaucoup de place. On pourrait même aller jusqu'à planifier comment on se suiciderait, donc la manière, le lieu, le moment. Donc, ces pensées-là peuvent avoir une intensité différente. Mais à partir du moment où on commence à envisager le suicide, ben, je pense que c'est un indice que c'est le temps de consulter. Reconnaître qu'on vit un deuil complexe, ben, la seule affaire que j'ai envie de vous dire, c'est si toutes les émotions que vous vivez ne s'atténuent pas avec le temps, qui au contraire persistent, ça perdure, vous voyez aucune amélioration, ben là, c'est le temps peut-être de voir que le deuil devient un peu plus complexe. Je vous ai parlé tantôt du sentiment de culpabilité. Ce sentiment de culpabilité-là, quand il perdure au-delà de l'année, là, la première année, c'est la plus peut-être difficile parce qu'il faut vivre chacune des journées de l'année, chacun événement marquant en l'absence de l'autre. On dit tout le temps que la première année, c'est la plus vive un petit peu, là, mais puis vive, là, vous avez vu, hein, vous allez vivre des moments quand même heureux, des moments de sérénité aussi là-dedans, là. Mais si ça dépasse ça, c'est un indice peut-être que le deuil est complexe et persistant. La dépression, je vous ai mis encore une fois aussi des signes hein, qu'une dépression est en train de s'installer, avoir une humeur dépressive qui est persistante, être incapable d'anticiper de la joie ou du plaisir, avoir un sentiment de culpabilité, être incapable de ressentir des émotions positives, être tourmenté par les pensées d'autocritique, être pessimiste, éprouver un sentiment de dévalorisation, de dégoût de soi, puis les idées suicidaires aussi peuvent être un indice qu'il y a une dépression qui s'installe. Et le dernier, qui est le stress, le trouble de stress post-traumatique. C'est sûr que dans les premiers jours, les premiers mois, les gens sont envahis souvent par des images, par des flashs. Et ça aussi, le corps fait bien les choses. On va liquider ces images-là. C'est pas tous les gens qui vont être témoins ou qui vont vivre un événement traumatisant qui vont être traumatisés. Par contre, ben, voici quelques indices. Donc, ressentir de la détresse en pensant à l'événement traumatique, éprouver des sensations physiques comme des palpitations cardiaques,
avoir une respiration rapide, des tremblements, des frissons, des transpirations excessives, repenser sans cesse à l'événement, éviter des situations ou des sensations qui rappellent l'événement. On ne veut pas raviver certaines choses, se sentir agité, toujours prêt à affronter un danger. Ça, moi, je le compare un peu à notre système d'alarme, là. Tu sais, là, une alarme d'incendie dans nos maisons, là. Ben ça, c'est nécessaire. Cette alarme-là, le détecteur de fumée, il est essentiel pour notre survie. Sauf que quand on a un détecteur de fumée qui devient trop sensible et que là, quand c'est humide, il déclenche, quand il fait trop chaud, il déclenche, quand on craque une allumette puis il déclenche, c'est que là, il est bien trop sensible. Ça veut dire que les gens qui souffrent d'un trouble de stress post-traumatique, leur système d'alarme est tout le temps à vif comme ça aussi, donc ça devient ultra sensible. Ça, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça pourrait être aussi des changements au niveau de la consommation, donc consommer plus d'alcool et tout ça. Mon Dieu, je vois l'heure avancer. Je vais accélérer un petit peu. Donc, vous avez vu, ça, c'est la partie un peu plus. Si vous êtes vous-même endeuillé, il y a les conseils pour soutenir un proche endeuillé par suicide. En voici quelques-uns. Soyez présent à l'écoute de la personne qui vit le deuil. Vous n'êtes pas obligé de trouver des bons mots, vous n'êtes pas obligé de faire des choses qui va la soulager. On se met cette pression-là, juste d'écouter la personne et la laisser nous parler de ce qu'elle veut nous parler, c'est déjà énorme. Fait que arrêtons de se sentir mal, de ne pas savoir quoi dire. Il n'y a rien à dire. Vous ne pourrez jamais enlever la souffrance que la personne vit. Offrez à la personne des moments de divertissement ou un accompagnement dans les tâches quotidiennes. Vous arrivez, demandez-lui pas nécessairement, cognez à sa porte, arrivez avec un souper de préparé déjà, une lasagne congelée qu'elle va mettre au congélateur, un plat de soupe. Euh, c'est toujours des choses que les gens vont apprécier, mais qui sont gênés de demander. Demander, là, c'est pas tout le temps facile. Que quand on est au-devant un peu de ces choses-là, ça peut être aidant pour les gens. Être patient avec les personnes. Ça se peut qu'après 8 mois, elle vous parle encore de son fils qu'elle a perdu par suicide, qu'elle vous pose encore des questions puis qu'elle cherche à comprendre. Ça se peut. Puis comme je le disais tantôt, chaque personne a son rythme et il n'y a pas de délai précis. Fait que souvent, les gens endeuillés nous disent, ben là, ça fait 4 mois, il faudrait que j'en revienne, il faudrait que je passe à d'autres choses. Ou les gens se font dire, tourne la page. Ça serait le temps que tu passes à, tu sais, tourne la page là-dessus, là. Ça ne le ramènera pas, ton enfant. Non, mais le besoin d'en parler, il est encore là. Utilisez des mots adéquats. Ben, les mots adéquats, là, tu sais, je vous disais tantôt, on essaye de trouver quoi dire pour soulager la personne. C'est pas tant un soulagement qu'on va être capable de trouver, mais c'est vrai qu'on a des phrases peut-être qu'on devrait éviter de dire, comme par exemple, ça va bien aller. Hein, lâche pas, ça va bien aller. Au moins, la personne qui est décédée souffre plus. Je le sais que c'est des mots, l'intention, elle est bonne, mais ça peut faire du tort. Moi, j'ai déjà une maman qui m'a dit, qu'elle s'était fait dire au salon, tu as perdu un fils, mais au moins il te reste 2 filles. C'est comme si le fait d'avoir 2 autres enfants, ça vient minimiser un peu le fait. Des fois, c'est mieux de rien dire. Un jour, ça va faire du sens. Tu devrais faire le ménage, aller faire des courses, vider sa chambre, donner ses vêtements. Laissons tomber nos conseils. On va donner des conseils quand la personne va nous en demander, quand la personne va nous demander ce qu'on en pense. Mais arrêtons de vouloir dire aux autres comment ils devraient vivre leur deuil. C'est eux qui sont le mieux placés pour le savoir. Il serait préférable d'utiliser des phrases comme, par exemple, comment tu te sens aujourd'hui, au lieu de dire comment ça va. Ça, les gens ne sont plus capables de se faire poser cette question-là. Par contre, comment tu te sens aujourd'hui, comment ça se passe pour toi aujourd'hui, ça, c'est une bonne tournure de phrase. On peut dire à la personne, écoute, je n'ai pas vécu la même chose que toi, mais sache que je vais être là pour toi. Je peux t'écouter. Je peux te supporter dans ce que tu souhaites, dans ce que tu veux. Prends le temps qu'il faut. Hein, quand tu vas être prêt, tu vas le savoir.
tu pourras faire cette tâche-là quand tu sentiras que c'est le bon moment. Donc, justement, être conciliant avec ce qu'il nomme. On dit aussi suggérer à la personne des ressources d'aide. On va y revenir aux ressources d'aide. Soyez attentif aux signes de détresse. Quand vous observez des changements, n'hésitez pas à avoir une discussion sur ce que vous observez. Puis prenez soin de vous. Ça peut être difficile de prendre soin de quelqu'un qui est endeuillé parce qu'on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Des fois, on a des inquiétudes, on se sent de l'impuissance. Bien, les services d'aide que je vais vous parler là, à l'instant même, c'est aussi bon pour vous. Ça veut dire que les services que Je vis offre, c'est des services en face à face. On ne fait plus d'intervention téléphonique. Mais on peut faire des rencontres en face à face pour les gens qui ont des idées suicidaires, pour les gens, pour les proches, mais également pour les personnes endeuillées par suicide. Que vous, étant un proche de personnes endeuillées, vous pourriez avoir des services à Je vis pour qu'on vous outille un petit peu sur comment agir, puis comment accompagner la personne qui vous inquiète. On a un groupe de soutien aussi pour les personnes endeuillées par suicide. Donc, une fois que les gens ont fini leur rencontre en individuel, ils peuvent accéder justement à un groupe. Service de postvention, c'est des interventions qu'on fait à la suite d'une tentative de suicide ou d'un suicide dans un milieu. On se déplace là, dans les milieux familiaux, milieu de travail, milieu scolaire. Vous avez également des services au Centre de prévention du suicide de Granby qui dessert, eux, la région de Haute-Yamaska-Brome-Missisquoi. Donc, les services sont un peu différents. Eux, ils ont de l'intervention téléphonique. Sinon, tous les autres services que je vous ai nommés, le Centre de prévention de la Haute-Yamaska fait ça aussi. Il y a des ressources provinciales qui sont accessibles à tous en tout temps. Donc, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a la ligne d'aide provinciale en prévention du suicide, la 1866 appel, qui est le 277-3553. Ça, c'est les intervenants d'info sociale qui sont mandatés pour répondre à cette ligne-là. Vous avez aussi sur la plateforme suicide.ca la possibilité de clavarder avec un intervenant. Ça, c'est disponible. Il y a des gens qui n'aiment pas ça parler au téléphone. Ils aiment mieux écrire. C'est parfait. Vous avez aussi le texto qui est possible. Donc, par texto, avoir un intervenant au bout de vos doigts, là, le 53, 53, 53. Et depuis presque un an maintenant, un an et demi, on a un forum de discussion aussi sur la plateforme suicide.ca avec le www.deuilparsuicide.ca. Donc, ça, ce sont tous des gens qui ont vécu un deuil par suicide, qui s'échangent, qui discutent, qui se donnent des trucs. Donc, ça, c'est disponible. Vous avez des liens aussi pour des outils utiles, entre autres un guide d'accompagnement pour soutenir les personnes endeuillées par suicide. C'est un outil qui est gratuit. Vous pouvez aller le télécharger directement sur le site du CPS de la Naudière. Vous avez aussi Brigitte Lavoie, qui est psychologue, qui travaillait beaucoup sur le deuil résilient, moins dur pour les cœurs des personnes endeuillées. Un guide fort intéressant, je vous ai mis le lien. C'est un outil aussi qui est gratuit. Je vous ai mis des suggestions de livres ou de textes intéressants. Il y a Pascal Brion qui parle de la mort quand la mort est traumatique. Mieux comprendre et aider les endeuillés par mort traumatique aussi. Montbourquette, Jean Montbourquette, Grandir, aimer, perdre et grandir, qui est sur un livre sur le deuil. Et pour, si vous avez des enfants endeuillés, donc les enfants endeuillés aussi ont besoin d'être soutenus et accompagnés, il y a José Masson qui a sorti un livre aussi, Accompagner un jeune en deuil. Je vous ai mis la source là-dedans. Donc voilà, ça ferait le tour un peu de ce que je voulais vous partager. Je vais arrêter mon partage d'écran, puis on va pouvoir prendre les questions s'il y en a. Un grand merci, Sylvie, vraiment là, pour ce partage-là qui est franchement tellement pertinent.
Puis, je pense que c'est vraiment super utile à tout le monde. Je vais juste en profiter avant de rentrer dans les questions, puisque je sais qu'il y en a qui doivent quitter à 13 heures. Donc, je vais mettre le lien pour le sondage d'appréciation là, dans le clavardage. Mais par exemple, puis vous dire aussi pour la communauté interne du CIUS que notre prochain webinaire, c'est le 11 mars prochain sur la neurodiversité. Mais je veux vraiment prendre le temps, en effet, de prendre le temps pour répondre aux questions. Il y en a qui avaient mis une question, entre autres, dans le clavardage, qui était au niveau de comment on peut accompagner une mère qui a perdu son fils il y a déjà plus de 10 ans, puis que son deuil ne semble pas encore résolu. Donc, c'est quoi là, les stratégies qu'on pourrait suggérer pour accompagner cette maman-là? C'est rendu, quand ça fait plus de 10 ans, quand ça fait plusieurs années comme ça, on a vraiment un indice là, qu'on est probablement dans un deuil complexe et persistant. C'est d'essayer d'amener la personne lentement vers les services d'aide, de se faire accompagner, c'est de lui parler. Tu sais, c'est de ne pas hésiter de faire certaines démarches un petit peu pour elle, c'est-à-dire donc, tu sais, s'informer des endroits. Là, vous avez vu, je vous ai mis quand même plusieurs liens, des outils, quitte à le faire imprimer, lui remettre pour qu'elle puisse faire son petit cheminement à elle aussi. Euh, Ça serait de voir aussi cette personne-là, tu sais, est-ce qu'elle a un médecin de famille? Y a-t-il un problème de santé mentale, une dépression qui s'est installée? Y a-t-il quelque chose qui fait obstacle au deuil aussi? Je sais que le deuil d'un enfant, dans la littérature, c'est le deuil le plus difficile à faire. Tu sais, on parlait tantôt, là, le deuil peut être influencé par 3 facteurs. La nature du lien. Donc, le deuil d'un enfant, c'est le lien le plus fusionnel qu'on ne peut pas avoir, là. C'est le plus difficile. Il n'existe pas de mot quand un parent perd un enfant. Tu sais, quand on perd notre conjoint, on est veuf ou veuve. Quand on perd nos parents, on est orphelin. Quand on perd notre enfant, il n'y a pas de mot qui existe pour définir ça. Donc, c'est un deuil qui est déjà plus difficile à la base. Et là, en plus, si on rajoute que cet enfant-là s'est enlevé la vie, ça amène une couche supplémentaire. Fait que c'est d'être patient. Et moi, j'essaierais de diriger cette personne-là pour qu'elle accepte de recevoir de l'aide, un accompagnement. Fait que euh, faites les recherches pour elle parce que l'énergie, elle ne l'aura pas. Fait que si vous arrivez déjà avec un dépliant, si vous arrivez déjà avec des outils déjà vus, moi, je pense que c'est déjà beaucoup. Puis d'être encore là après 10 ans, puis de l'écouter encore, ben chapeau, là. Oui, Ça puis demande de la patience. on va repartager justement le PowerPoint, mais il y a toutes les ressources à ce niveau-là, là. Donc, je pense que ça peut être super pertinent de partager ces ressources-là là, Bien avec la sûr. personne. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient des questions pour Sylvie cet après-midi? Bon, ça a l'air complet. Bien, en tout cas, euh, comme Sylvie, tu le mentionnais, tu demeurais disponible tout de même si jamais il y Oui. avait des questions où ça suscitait là, certains sentiments, certaines réactions là, suite à cette présentation-là. Donc, un immense merci, Sylvie, vraiment, pour vrai. Je pense que c'est un sujet qu'on doit parler, mettre de l'avant, vraiment. Puis tu le fais très bien. Donc, un très, très grand merci Ben, pour, merci. cette belle présentation-là. Donc, bien, je vous souhaite à tous et à toutes un bel après-midi. Marisol, je vais t'envoyer de ce pas la présentation. Donc, je vais le faire tout de suite pour que ce soit diffusé le plus rapidement possible, là. Excellent. Donc, je vais le mettre là, cet après-midi là, je vais partager le lien à tous ceux qui se sont inscrits, puis aussi je vais le mettre là, dans la communauté des veilleurs. Parfait. Un Un, immense un merci. énorme merci.
Bon après-midi.